Et bienvenue tout le monde, nouvelle vidéo d'Actu Streaming. Aujourd'hui on va vous parler du film espagnol Le Cercle des Neiges sur Netflix. Le Cercle des Neiges, c'est basé sur un fait réel qui a aujourd'hui juste un petit peu plus de 50 ans, puisque ça s'est passé en 1972, et ça raconte l'histoire d'un crash d'avion dans les Andes. Et il y avait une précédente adaptation de cette histoire en 1993, et c'était un film de Frank Marshall. Je ne sais pas si vous connaissez Frank Marshall, c'est plutôt un producteur, mais il a fait quelques films, et notamment quelques films de survie dans la neige. Il a fait Les Survivants, donc, puisque ça s'appelait Les Survivants, avec Ethan Hawke, et un autre film qui s'appelait Antarctica, prisonnier du froid. Et il avait aussi fait, par exemple, son premier film c'était Arachnophobie. Mais à la base c'est plus un producteur, mais voilà, des fois il avait des petits side projects comme ça. Mais en tout cas on va pas trop en parler, même si j'ai vu le film pour l'occasion pour un petit peu comparer. Mais là aujourd'hui on va vraiment parler du Cercle des Neiges, et c'est parti pour la fiche technique. Donc Le Cercle des Neiges, il faut savoir que c'est un film espagnol, c'est réalisé par Juan Antonio Bayona, donc qui est un réalisateur espagnol, et c'est le premier film avec sa nouvelle société de production qui s'appelle El Arriero Film. Sachant que El Arriero, je vous redirai ce que c'est à la fin si j'oublie pas. Il a été révélé par un premier film qui était un film d'horreur qui s'appelait L'Orphelinat. Ensuite, il avait fait un film catastrophe, tiens déjà. Ça s'appelait The Impossible, c'était sur le tsunami de 2004. Il avait aussi fait un film plutôt de teinte fantastique qui s'appelait Quelques minutes après minuit. Et ensuite, il a fait des gros blockbusters puisqu'il a fait Jurassic World 2 et il a fait la série Le Seigneur des Anneaux. Et alors, Juan Antonio Bayona, c'est quand même connu pour être un réalisateur où, devant ses films, c'est quand même en général la grosse chialade. Si vous avez vu The Impossible ou Quelques minutes après minuit, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est un peu le niveau mélo, ça y va fort en général. Et donc, bon, pour cette catastrophe aérienne, on va pas se mentir, avec Nam, on s'attendait au pire, on avait préparé les mouchoirs en tout cas. Au scénario, donc il travaille au scénario, il est accompagné par Bernat Villaplana, qui est son collaborateur régulier, et aussi par un duo de scénaristes qui avaient travaillé sur le film Intruders de Fresnadillo, Jamie Marquez et Nicolas Casariego. À la photographie, nous avons Pedro Luque. Et alors, Pedro Luque, je ne savais pas qui c'était, mais en fait, je savais qui c'était. Parce qu'il faut que je vous raconte un petit peu ma vie. En 2009, il y a un film... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire, là, met en jeu une équipe de rugby qui était dans l'avion et qui venait de l'Uruguay. C'était un vol qui allait de l'Uruguay au Chili. Et donc ce directeur de la photographie, Pedro Luque, il est uruguayen. Et alors moi, en 2009, j'étais fou d'un clip de musique uruguayen. Et oui, ça ne s'invente pas, du rock uruguayen. Et ça s'appelait Attaquer des Panicos. Et c'était des extraterrestres et des robots géants qui attaquaient la ville de Montevideo, donc la capitale de l'Uruguay. Et j'écoutais ça en boucle. Et en fait, le réalisateur de ce clip-là, qui a été remarqué à la suite du clip, c'est Fede Alvarez, donc le mec qui a fait Don't Breathe et qui a fait aussi le reboot d'Evil Dead notamment. Et je vois qu'il a également travaillé sur le Silent House. Ouais. Je sais pas si t'as entendu parler. La Casa Muda, c'est ça? Ouais, La Casa Muda, ouais. Film tourné en plan séquence, un plan séquence, un truc en incroyable. Uruguay, qui est effectivement un film d'horreur uruguayen assez marquant, bon signalement. Et donc Fede Alvarez, il l'a ramené aux États-Unis. Aux États-Unis, il a travaillé sur Don't Breathe, et du coup après il a fait quelques autres films. Il a fait notamment le deuxième film Millennium américain, qui est basé sur le quatrième bouquin, le remake de L'échelle de Jacob, Antebellum et le Paranormal Activity Next of Kin. Bon, pas des films extrêmement mémorables, mais moi ça m'a fait plaisir de le retrouver. Et en tout cas son travail sur la photographie ici, à mon avis, trouve un petit peu plus d'ampleur que dans les autres films. Au montage, nous avons Andrés Gil et Raume Martí. Raume Martí qui avait travaillé sur Quelques minutes après minuit et sur un film que je vous avais recommandé à l'occasion du Ciné Club sur Compartiment numéro 6, qui est Transsibériane. À la musique, nous avons Michael Giacchino. Est-il besoin de le présenter? Nam, toi, tu connaissais Michael Giacchino ou pas du tout? Oui. Tu connais bien? Ah bah quand même. Je ne saurais pas exactement dire dans quoi je l'ai entendu, mais oui. Bah justement, je pensais que c'était intéressant de refaire un petit point sur sa carrière et j'étais un petit peu regardé. Et en fait, donc il a commencé dans le jeu vidéo. Bravo à lui, hein, ça arrive à des personnes très bien. Et il a commencé par travailler sur les jeux vidéo Jurassic Park. Donc faut garder ça à l'esprit, parce que ce sera important pour la suite. Il a aussi fait la musique de Medal of Honor, Débarquement Allié et de Call of Duty. Et après, il a été embauché chez Pixar pour faire la musique. Donc il a fait Les Indestructibles, il a fait Ratatouille, il a fait Là-haut, pour lequel il a eu l'Oscar de la meilleure bande originale, et il a fait Coco. Et en parallèle de ça, il a travaillé aussi comme collaborateur avec J.J. Abrams, puisqu'il a fait la musique de Lost et d'autres productions de J.J. Abrams avec Bad Robot. Et il a aussi travaillé sur d'autres Disney à la suite de ses succès avec Pixar, notamment À la poursuite de demain, Doctor Strange. C'est lui qui avait remplacé Alexandre Desplat sur Rogue One, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, et plus récemment il a fait The Batman.
Et forcément aussi, il a fait Jurassic World, puisqu'il a travaillé sur Jurassic Park au début. Et donc sur Jurassic World 2, je suppose qu'il a rencontré Juan Antonio Bayona, et c'est pour ça qu'ils travaillent ensemble. Il a aussi réalisé un film, alors tu dis un homme aux multiples talents, Belette, tu as bien raison, puisque pour Marvel, il a réalisé un moyen métrage qui s'appelle Werewolf by Night, et qui est très basé sur la musique par ailleurs. Et c'était très chouette, je sais pas si tu l'as vu, Nam, d'ailleurs. Si, c'était sympa. Au casting, nous avons des acteurs pas forcément extrêmement connus, en tout cas sous nos latitudes. L'acteur principal du film, puisqu'il y a quand même un personnage qui va ressortir dans le film, c'est Enzo Vogrinčić, qui est uruguayen. Donc je pense qu'il y avait peut-être un souci d'authenticité. Et aussi sans doute un souci d'authenticité par rapport au premier film, où c'était un cast un peu tout américain. Quand on voit Ethan Hawke qui se fait appeler Fernando pendant tout le film, il y a quand même une petite dissonance cognitive qui marche pas. Et comme je disais à Nam en antenne avant, en plus c'est tourné au Canada, donc il y a un truc où tu te dis, ça manque un petit peu d'authenticité. Et sinon c'est surtout des acteurs quand même sud-américains, argentins, et notamment on a Agustin Pardella, Mathias Recalt et Esteban Bigliardi. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc c'est une production espagnole, coproduction avec l'Uruguay, et que ça a été tourné en Espagne, dans la Sierra Nevada. Donc voilà, comme pour le premier film, c'est pas tourné dans les Andes, mais je pense que les Andes, vu ce que nous décrit le film, ça a l'air extrêmement hostile. Du coup, Nam, est-ce que même si j'ai un petit peu dévoilé que c'était basé sur un fait historique, est-ce que tu peux nous faire le pitch et est-ce que tu peux nous dire aussi à quel point c'est criminel de sortir un film comme ça en plein hiver alors qu'on a déjà froid? C'est un film où déjà il fait froid tout le long, donc mais comme je disais sur Twitter, c'est de la 4DX, donc en même temps ça marche. C'est ça. D'une certaine manière. Ça se passe du coup en 72. On suit une équipe de rugby uruguayenne qui va aller qui doit aller jouer un match au Chili. Au Chili, non. C'est ça. Enfin, je crois en tout cas ils vont à Santiago à un moment, mais oui, c'est ça. Ils doivent prendre un avion pour aller à Santiago. Et il s'avère que voilà, vous avez quelques petites notions géographiques. Pour passer de l'Uruguay au Chili, il faut passer par la cordillère des Andes, qui se trouve être une chaîne de montagnes très grande, très haute, où il y a personne qui habite parce que c'est la haute montagne, c'est pas là que les gens vivent en général. Il s'avère que malheureusement leur avion va se crasher dans la montagne, et les gens vont devoir survivre pendant 2 mois, le temps qu'on les retrouve. De toute façon, bon, je passe les détails, voilà, on va y revenir. Et cette histoire est connue parce que c'est une histoire vraie et que les gens ont survécu. Spoiler, mais en même temps, bonne nouvelle. Ce qui fait que aussi, c'est un aspect, bon, on va en reparler, mais ce que j'ai pas mal aimé dans le film, c'est qu'au début, on est dans un film catastrophe et après on est dans un film de survie. Ce qui fait on suit pas l'histoire de gens qui vont mourir, mais on suit l'histoire de gens qui vont survivre. Même si certains vont mourir malgré tout. Il y en a qui vont mourir malgré tout. Mais t'as raison de le préciser, c'est vrai qu'en termes de tonalité, en tout cas, c'est plus un chemin vers la vie que des gens, est-ce qu'ils vont échapper à la mort ou pas. Il n'y a pas de suspense là-dessus. Dès le début, de toute façon, on va savoir qu'il y a des survivants, puisque tout ça est introduit par une voix off. Le suspense, par contre, que vous pourrez avoir, si, comme moi, vous connaissez vite fait l'histoire, à savoir que il y a une équipe de rugby qui a dû se livrer au cannibalisme pour survivre dans la montagne, en fait, je savais pas comment ça allait se résoudre. Ce qui fait que pendant le film, il y a à certains moments, à certaines étapes de leur histoire, des moments où on peut s'imaginer est-ce qu'il y a une porte de sortie. Est-ce que telle chose va marcher? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire ci? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça? Et c'est vrai que pour moi, quand même, j'avais du suspense de ce niveau-là, parce que je ne connaissais pas la résolution de cette histoire. Donc ça commence... alors, contrairement au premier film qui avait été adapté, qui est le film Le Survivant, qui commençait directement dans l'avion, là on va quand même avoir une espèce d'avant-propos avec une reconstitution de l'Uruguay dans les années 70, et on va voir vraiment les rugbyman discuter ensemble et préparer à embarquer sur le vol. Même si la séquence est pas extrêmement longue, ça nous permet de situer un petit peu les personnages, et surtout ça permet de situer les personnages un petit peu socialement. Et ce qu'on va apprendre, c'est que ces joueurs de rugby, ils sont quand même tous plus ou moins issus de bonnes familles, comme on dit, et ils viennent d'un milieu plutôt bourgeois. Et ce personnage-là, donc qui est en vert, c'est celui qui va faire la voix off du film. Ce qu'on peut dire et qui est assez important, c'est que il y a un choix qui est fait dès le début, que cette voix off, ce ne soit pas la voix off d'un des survivants. En fait, ça va être le dernier à mourir, puisqu'en fait, il va y avoir des morts au moment du crash, il va y avoir des morts ensuite au gré alors déjà dans la foulée du crash, puis au gré de différentes catastrophes, puis certains vont succomber à leurs blessures, et lui sera donc le dernier à succomber à ses blessures. Par rapport au premier film, où la voix off est celle de l'un des survivants,
Et le film est centré sur celui qui a écrit le livre de témoignages. Parce qu'en fait, il y a eu un livre qui est sorti à la suite de ça, et le livre le plus connu, donc c'est Fernando, qui a écrit le livre. Et donc là, on va voir le choix d'un autre personnage. Déjà, moi, pour ma part, je trouve que c'est plutôt intelligent d'opérer ce décalage-là, parce que ça nous montre en fait que on est dans un travail de fiction. Même si on se base sur une histoire vraie, il n'y a pas la volonté de raconter les choses telles qu'elles se sont déroulées et juste de donner les faits matériels. Parce que les faits matériels, ils sont donnés dans les livres de témoignages, dans les livres d'enquête, il y a eu des documentaires, mais il y a l'envie d'induire un décalage. Et en fait, le fait de prendre ce personnage-là, dont finalement on n'a pas eu les sentiments, on n'a pas la mémoire, et d'extrapoler sa voix off et ce qu'il peut dire, je trouve que c'est une bonne réflexion sur ce que c'est le cinéma finalement. Le cinéma, c'est quand même, on dit des choses qui sont fausses, et donc ça j'ai bien aimé que le film en tout cas l'assume d'emblée. Je sais pas ce que t'en penses, Nam. Alors je savais pas que à ce moment-là que le personnage allait mourir. Ce qui d'autant plus est touchant et marquant dans le film. Maintenant, je trouve quand même que malgré le fait que oui, ça reste une fiction, même si c'est une adaptation de faits réels, qui se veut très respectueuse de ce qui s'est passé, et heureusement que ça se veut respectueux de ce qui s'est passé, Ouais. parce que vu le drame et le fait que il y a des survivants qui sont toujours en vie, je trouve que cette voix off elle permet aussi d'apporter une certaine ambiance au film, parce que on va avoir ça se passe pendant 2 mois. Et on va avoir des ellipses, on va avoir de la mise en scène, etc. Et cette voix off va aussi permettre d'apporter un certain calme. Parce que, bon, techniquement, voilà, c'est des gens qui ont été coincés pendant la montagne pendant 2 mois. Ils n'ont pas fait grand-chose. Ils pouvaient pas faire grand-chose de toute façon. Et ils n'avaient pas la force non plus de faire grand-chose. Et je trouve que cette voix off aussi, qui est très, très calme, très posée, apporte aussi cette espèce de sentiment de calme qui devait ressentir la plupart du temps. Sauf pas dans les moments un peu critiques, mais je trouve que c'était plutôt bien pensé, et ça permet bien aussi de bien rythmer le récit. Ça permet aussi de souligner ressouligner certains passages comme aussi étant importants dans ce qui se passait, et aussi de montrer des choses qui se passaient pas forcément par l'image, ou alors qui mis en scène n'auraient pas forcément été si intéressants que ça. Par exemple, je pense par exemple dans le groupe de survivants, il va y avoir à plusieurs moments des différents leaders qui vont alterner. Ils vont jamais trop se marcher les uns sur les autres, etc. Mais c'est vrai que ce changement progressif qui se fait aussi par rapport au changement d'état d'esprit des survivants passe beaucoup par cette voix off qui d'ailleurs fait partie des personnes qui le plus longtemps va résister au fait de manger les morts. Et ah oui, et d'ailleurs cette intro, vu qu'on en parle, tu parlais de reconstitution, on a l'aspect reconstitution est notamment fait parce que on a vraiment un côté ils partent sur fond de crise sociale, et même dans l'avion on comprend que pour que l'avion parte, il fallait que tout le monde, il fallait que l'avion soit rempli. Ce qui fait qu'ils vont demander à des potes aussi de venir en mode allez viens, tu prends une place, on va aller dans notre pays, ça va être trop cool, etc. Ce qu'on peut dire aussi avec cette reconstitution-là, c'est que comme le film va être quasiment un huis clos à ciel ouvert, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas ils vont être coincés autour de leur carcasse d'avion pendant tout le film, tout ce qui est la partie reconstitution, qui soit avant ou après du coup, bénéficie quand même d'un budget assez conséquent, parce que j'ai trouvé qu'en termes de costumes, d'ampleur visuelle, là ils sortent un avion d'un hangar, alors je sais pas à quel point il y a de la 3D ou pas de la 3D, mais en tout cas ça rend vraiment bien. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé que la reconstitution, il y avait vraiment un travail d'immersion qui était vraiment bien fait, quoi. Dans l'avion, donc on va un peu découvrir un panorama, mais très lointain pour l'instant, des différents personnages qui vont occuper l'avion. Et notamment un personnage qui va prendre des photos assez régulièrement, et qui ne va pas cesser de prendre des photos même après la catastrophe en fait. Et c'est des photos qu'on a retrouvées, et si vous allez sur Google, vous pouvez voir que ces photos existent toujours. Et là, évidemment, alors cette première scène dans la cabine, c'est un peu la scène, j'ai envie de dire, classique de l'insouciance avant le drame. Et donc voilà arrivent les problèmes. Les problèmes, c'est que l'avion va se crasher. Et donc, évidemment, on est dans la cabine au début, effectivement, ça secoue comme dans un film de catastrophe aérienne relativement classique. Et après, ils vont passer en gros la crête, la taper, il va se retrouver face au soleil. Et là, je ne peux pas vous mettre d'autres images, parce que qu'est-ce qu'on peut dire de ce crash d'avion Nam ? Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même bien gore ? C'est une brutalité assez incroyable. En fait, je dirais pas gore, parce que gore, ça veut dire qu'il y a des effusions de sang, que les gens ils ont 15 litres de sang dans le corps, etc. Je suis d'accord, ouais. Non, c'est réaliste. Ouais, c'est ça. Les gens font vraiment broyer, casser en deux.
C'est ça. Tu sens que ouais, il y en a, ils se prennent des commotions, il y en a, ils ont les côtes pétées. Il y a un plan où on voit bien une cheville se tordre dans un angle qui est pas normal. Ouais, ouais. Et le tout est enchaîné très vite. Ça fait vraiment un côté, alors enchaîné très vite, mais visible. On n'est Ouais. pas non plus sur des images subliminales, mais c'est pas suffisamment long pour que vraiment on s'attarde sur chaque truc. Ça fait vraiment une espèce d'accumulation. Il y a tout qui se passe en même temps c'est le Ouais. cas. Et il y a une espèce de bordel sans nom. Et c'est vrai que quand tu vois ça, enfin, tu sais qu'ils vont survivre, mais ça se demandait s'ils ont vraiment une chance. Alors combien vont en survivre? Surtout que bah, quand ils tapent la crête, on voit bien que il y a les moitiés d'avions qui se barrent. Mhm. Ce qui fait que tous les gens qui sont à l'arrière, déjà, ils sont plus là. Alors bon, il y a toujours l'espoir de peut-être on va retrouver plus tard, etc. Malheureusement, non. Tous les gens, tous ils sont, enfin tous ceux qui étaient à l'arrière sont morts. Et donc, bah, seuls ceux qui sont en tête vont survivre. Ce qui fait qu'il y a déjà une moitié des personnes de l'avion qui sont plus là dès le début du film, en fait. Mhm. Et ce qu'on peut dire, donc, c'est que dès le début, si on en doutait, par rapport au premier film qui avait une approche plus hollywoodienne, donc effectivement, il y a quand même de l'impact, on n'épargne pas les morts, mais il y a quand même un côté moins frontal. Et là, le film va quand même nous exposer frontalement à la brutalité de la situation et à l'horreur de la situation. Et c'est vrai que le moment où il se réveille et voit bah, tous ceux qui sont blessés, ceux qui crient, etc., ceux qui sont désorientés, c'est très impactant dès le début. Oui, et ça, pour le coup, le film, je trouve que le fait très bien aussi. Le côté, à plusieurs moments du film, le groupe de survivants va être complètement perdu. Et c'est vrai que le réveil du crash est un de ces moments-là. Mhm. Où vraiment, ouais, bah, les gens sont complètement en état de choc, la moitié est blessée, il y en a qui ont des blessures extrêmement graves. Mais malgré tout, et ça c'est un truc pour le coup, le film met pas trop l'accent dessus, du moins ça va pas être dit, mais le fait que dans les survivants, il y ait une équipe de rugby, ça a permis que, bah, du coup, qu'ils s'étaient déjà soudés, qu'ils pouvaient s'entraider, etc. Ça a permis d'accélérer très vite les choses. Ce qui fait que dès qu'il y en a un qui a repris ses esprits, qui dit allez, faut aider les autres, faut sortir les gens, faut faire des trucs, tous ils commencent à s'y mettre, etc. Et les choses s'enchaînent très vite. Sur le côté, c'est une équipe de rugby. Et en fait, c'est pas du tout souligné. Je sais pas si tu te rappelles, mais au début, il y a un personnage qui prend un petit peu le lead. Et en fait, c'est le capitaine de l'équipe. Sauf qu'en fait, c'est jamais vraiment très matérialisé dans le film ou très souligné. Alors que dans le film américain, donc que j'ai vu après, il dit oui, mais je suis le capitaine de l'équipe, vous devez m'écouter, je vais vous expliquer comment on va faire, etc., etc. Et en fait, le film ici déjà, on voit dans l'écriture a quand même beaucoup plus enfin, une volonté de subtilité et une volonté aussi de s'attarder sur des rapports humains aussi réalistes, de la même manière que le traitement des images est fait. Et effectivement, arrive la première nuit. Alors, c'est un plan de caméra où la caméra part de l'extérieur de l'avion et on voit qu'ils ont empilé des valises pour essayer de faire comme une espèce de mur, quoi. Une espèce de mur de briques sur l'avion qui est cassé, quoi, en deux. Et ils se serrent les uns contre les autres parce que bah, il fait extrêmement froid. Et la seule solution, bah, c'est de se blottir les uns contre les autres pour espérer survivre. D'ailleurs, tous ne survivront pas à cette Oui. première nuit. Et il précise aussi que en fait le temps qu'ils réagissent au crash et tout, en fait la première nuit il aurait tombé dessus super vite, ce qui fait qu'en fait ils l'ont passé genre comment, bah, les uns sur les autres avec les cadavres parmi eux et tout, enfin ça devait être horrible. Mm, mm. Et bien entendu que bah, avec le froid, les cris, etc. Bah personne n'a réussi à dormir. Et de toute façon il ne fallait, enfin c'est le genre de cas où il faut pas s'endormir. Mm. Sinon tu te réveilles pas. Et malheureusement voilà, des comme ça ils vont pas en avoir qu'une seule. Même si dès le lendemain, ils vont commencer à s'organiser. Ah oui, alors voilà, ça c'est ouais, dans le film au fur et à mesure qu'ils découvrent les morts, ils nous donnent les noms et les âges des personnes décédées. Pareil, c'est fait très sobrement. Mais c'est plus une manière de respecter la présence de ces personnages au même titre que les autres. Et ça, je pense que ça procède aussi d'avoir une voix off qui est la voix off de l'une des victimes. Je Oui. pense que c'est peut-être d'ailleurs l'écueil du premier film ou d'autres adaptations qu'on peut être faites, c'est de montrer que c'est vraiment une histoire de survivants, mais d'oublier complètement qu'il y a des personnes qui sont mortes dans cette histoire quand même. Oui, oui. Et c'est vrai que dans le film, ils font un gros effort pour montrer que, certes, il y en a qui vont prendre des initiatives, il y en a qui vont avoir des rôles plus importants que d'autres, etc. Mais il n'y a pas de hiérarchie dans le groupe. Tous, ils méritent de survivre, tous, ils sont dans la même galère, et ça, j'ai trouvé ça... oui, c'était très bien la manière dont C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le cercle des neiges, puisqu'en fait c'est le cercle qu'ils forment tous ensemble. Et d'ailleurs en espagnol c'est, je ne parle pas espagnol, mais c'est la société de la neige, quoi. Donc c'est à peu près
C'est à peu près dans le même esprit. Et avec pas du tout la volonté, par contre, parfois dans les films de naufragés ou des choses comme ça, par exemple, comme dans Lost ou dans Sa Majesté des Mouches ou dans Triangle of Sadness, ce genre de film, c'est une étude du microcosme d'une société qui se reforme dans un espace hostile. Et donc ça fait une société en plus petit. Là, c'est absolument pas le cas. C'est vraiment plutôt basé sur les rapports humains et le ressenti intérieur et la psychologie des personnages. Et contrairement à ce que les films catastrophes ont tendance à nous montrer, quand les gens sont dans la merde, dans des cas extrêmes comme ça, les gens ils pensent pas qu'à leur gueule. Contrairement à ce que font les films catastrophes, c'est pas en mode je fais tout pour survivre, c'est on s'entraide, au contraire, les gens vont d'autant plus aider les autres. Et c'est bien aussi que, bah oui, de toute façon, fallait pas qu'ils modifient ce genre de truc par contre. Ouais, bah c'est très intéressant que tu dis ça parce que dans la première adaptation justement, donc il y a la scène obligatoire. En fait, j'ai l'impression que la première adaptation c'est un peu les scènes obligatoires du film de survie ou du film catastrophe, c'est-à-dire il y a de la bagarre pour la nourriture, il y a le non n'avancez pas, je suis trop faible et le mec qui porte un autre pour réussir à le ramener. Il y a le ah je dérape de la montagne, je vais tomber, il faut me sauver, etc. Et là le film est pas du tout dans ce genre d'effet-là. Oui. Bravo, c'est à mettre à son crédit. Et d'ailleurs, le personnage de la voix off, sa trajectoire, c'est un peu un personnage d'anti-personnage de film survivant. C'est ça. Justement parce que il y a des moments où il se met lui-même en danger et il va dire aux autres non mais vous me laissez, je rentre et vous continuez sans moi. Au contraire, ouais, il y a un côté vraiment plus abnégation pour le groupe qui se fait très vite. Et d'ailleurs, là, tu parles d'abnégation, je pense que c'est un bon mot parce que dans le film, il y a quand même toute une trame qui va être d'ordre religieux pour moi. C'est-à-dire que... Alors déjà, cette catastrophe-là, il faut savoir qu'on l'appelle communément le miracle des Andes. Puisqu'en fait, ils ont été déclarés. Donc là, on voit que sur l'image, qu'il y a des avions qui passent, mais en fait, ils n'arrivent pas à les voir parce qu'ils sont dans un coin où, avec la luminosité, on voit pas du tout l'avion. On le comprendra plus tard. Et ce qu'il disait aussi, c'est qu'il y avait déjà eu une vingtaine de crashs avant eux. Et qu'il n'y a jamais eu un survivant. Donc en fait, ils ont arrêté les recherches assez vite. Enfin, assez vite, au bout de 10 jours, ils les ont déclarés morts en fait. C'est ça. Parce qu'en même temps, ils avaient aucune. Ils avaient pas moyen de les retrouver. Ils savaient pas où ils sont. Et ils avaient aucune raison de croire qu'ils avaient pu survivre. Donc ouais. Alors c'est marrant en fait. À un moment dans le film, je me suis dit mais j'ai l'impression d'être chez Terrence Malick. Parce que Terrence Malick fait des films très proches des personnages, avec des voix off comme ça, avec un sous-texte religieux qui est assez prégnant. Et voilà, je me suis demandé à quel point ça pouvait être une inspiration pour le film. Mais en tout cas, de toute façon, thématiquement, va y avoir toujours une relation à la mort et une relation à la spiritualité dans cette histoire-là, qui est de base dans le fait divers. C'est-à-dire que le fait divers est vraiment présenté comme un miracle. Et vraiment quasiment d'ordre divin quoi. Ça a été présenté comme ça et d'ailleurs à la fin du film on verra on leur mettra des croix autour du cou, on leur demandera de bénir des bébés, ce genre de choses. Donc voilà, l'importance aussi d'un questionnement religieux dans le film. D'une société aussi qui est très religieuse. Oui, tout à fait. Et après on va y revenir aussi, mais le fait de ritualiser certaines choses permet aussi de survivre à l'horreur. Exactement. Et c'est aussi ce qui va se faire, voilà. Exactement. Puisqu'effectivement, tu l'as dit, va y avoir des notions d'anthropophagie et de manière très subtile. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai regardé un petit peu des témoignages de survivants. Les survivants vont dire, finalement, ces corps qui étaient morts, c'est ce qui nous a permis de vivre. Et en fait, il y a un parallèle à faire avec le corps du Christ, quoi, la communion, quand on mange l'hostie, qui d'ailleurs est sans doute, moi je suis pas un expert en histoire et encore moins en histoire religieuse, mais en tout cas, ça dérive de rites païens où il y avait probablement de l'anthropophagie, et on l'a fait de manière symbolique. Mais en tout cas, il y a une espèce de miroir entre ces symboliques-là qui est dans le film, qui est beaucoup plus explicite dans la version américaine, encore une fois, mais qui est beaucoup plus subtil ici, encore une fois. Ils vont essayer de trouver à bouffer autour d'eux, autant dire qu'il n'y a que des mousses pourries sur les rochers et que ils gerbent quand ils essaient d'en manger, quoi. On voit que en fait ils essaient de trouver des solutions, mais vraiment à proximité il y en a pas, quoi. Et sur l'image d'avant, en fait, c'est le moment où ils essayent de partir pour la première fois et voir un petit peu. Et ils s'aperçoivent deux choses. La première, c'est qu'il y a des gros risques d'avalanche. Et oui, il y a une avalanche dans le fond, là, d'ailleurs. C'est pour ça que j'avais mis ça. C'est assez discret, mais... Et la deuxième, c'est que là, si l'avion est sur l'image, on le voit pas. Voilà.
Voilà, c'est ça. Voilà, ce qui les pousse à revenir directement dès et du coup le premier départ, parce qu'il va y avoir plusieurs tentatives Mm, de partir de l'avion. Le premier départ va s'arrêter là directement parce que bah, voilà, ils ont vu la situation, et la situation c'est que ça pue. Donc voilà, ça c'est le personnage qui est un petit peu le capitaine. Et au début, c'est vrai qu'il y a une espèce de cohésion et de maintien, mais au fur et à mesure, finalement, chacun va y aller un petit peu de sa propre initiative et essayer de s'entraider de manière beaucoup plus organique à mesure que les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre finalement que la société, ou en tout cas un groupe d'êtres humains, se structure en fonction des conditions matérielles qu'il a autour de lui. Voilà, donc c'est une approche qui me semble très très logique de montrer finalement qu'est-ce qui fait évoluer les rapports humains au sein du film, et c'est pas la volonté propre des individus, leur volonté de survivre ou de grandes valeurs qu'ils ont, mais vraiment ils ont l'air bien peu de choses par rapport à tout ce qui les entoure, quoi. C'est un petit peu ça le film. Et d'ailleurs, il y a un aspect aussi que j'ai remarqué. Après, je sais pas à quel point c'était fidèle ou pas, mais le capitaine a l'air d'avoir pas mal de connaissances sur la survie, sur pas mal de notions en fait. Ce qui fait qu'au début, en plus d'être le capitaine, c'est aussi celui que les autres vont écouter parce que lui, il a des connaissances que les autres ont pas pour les aider dans cette situation. Mais en même temps, il va aussi avoir un espèce de, il va aussi être un moralement, le fait de manger des humains, lui, c'est un truc tout de suite, il va dire non. Et c'est quelque chose qui va être très important dans la suite du film aussi, parce que bon, on va arriver là dans les moments où ils vont plus en pouvoir, etc. Et c'est vrai qu'il y a un côté où quand les gens ils en peuvent plus aussi, en partant, ils lui disent tous pardon à lui, en disant bah désolé, on peut pas aussi moralement irréprochable que ce que tu aimerais, sachant que le personnage le capitaine ne va jamais leur reprocher. Au contraire, il va comprendre, il va même finir par penser qu'ils ont eu en effet la bonne la bonne idée, enfin la raison de manger ça. Et je trouvais que c'était très bien fait. Et du coup, il y a un espèce de, avec ce personnage, il y a un espèce de shift. Au début, lui, c'est vraiment ce qui va permettre au groupe de tenir. Et après, en avançant, il y a d'autres personnages, enfin d'autres personnes qui vont prendre le relais parce que ce personnage est aussi dépassé par les événements. Oui, et c'est ce qui va montrer que finalement il n'y a pas de sauveur providentiel finalement parmi tous ces gens, mais c'est vraiment leur solidarité qui va faire, et leur travail d'équipe qui va faire que peut-être ils vont réussir à s'en tirer. Donc à propos des scènes d'anthropophagie, bah, c'est très dur à représenter à l'écran. Dans la première adaptation, bon, il y a un problème, c'est que ça a l'air appétissant. C'est que vraiment tu sens que tu sens que c'est des ailes de poulet. Et donc vraiment ça ne marche pas. Et là en fait la manière dont ils le font, c'est que ils découpent quelques petits morceaux et ils les posent. Et en fait ils les posent au milieu de la glace. Alors j'ai pas mis l'image parce que c'est quand même très graphique, hein. Donc je vais éviter si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle. Mais il y a un petit peu de la glace autour et on a un peu l'impression d'être dans une quotidienneté. En fait on a un peu l'impression que c'est l'étal du boucher, juste que c'est de la viande. Et en fait, du fait que ce soit dans une continuité comme ça, par rapport à de la viande tout à fait normale, moi je trouve que ça a énormément plus d'impact que si on nous avait mis vraiment des bouts de doigts ou au contraire essayer d'affadir ça. Donc je trouve que vraiment là-dessus ils ont trouvé la bonne distance. La bonne distance pour te mettre un gros point dans la gueule quand même, mais la bonne distance. Qui est une scène d'ailleurs extrêmement terrible où moi je t'avoue c'est la première scène où j'ai chialé hein, Ouais. en même temps parce que alors c'est très bien joué et en même temps voilà le jeu est très réaliste et tu sens vraiment le côté oui qu'ils ont pas d'autre choix, ils en peuvent plus, on en est au point où il y en a un qui bouffe une clope ou un autre qui commence à ronger ses lacets parce qu'ils en peuvent plus et donc c'est vrai que bah voilà il y a un moment où il y en a un qui prend la décision. Et du coup, il y en a d'autres qui vont suivre, etc. Tous d'ailleurs en s'excusant auprès du capitaine. Et par contre, voilà, le film est est quand même très respectueux. On voit pas les corps se faire découper, ce genre de choses. Et comme tu dis, et même du point de vue des survivants, la plupart n'ont pas vu ça. Oui, parce que c'en est trois, c'est trois cousins, c'est ça, qui étaient dans l'avion, qui Ouais, en gros prennent ça à leur charge, quoi. C'est ça, on dit, on s'occupe du truc, Ouais. qui ont mis tous les corps d'un côté pour faire leur affaire d'un côté de la carcasse que les autres n'approchent pas, et où ils laissent juste ce qu'ils appellent la viande. Et ça c'est un truc pareil aussi, c'est voilà, ils vont pas nommer, tout le monde sait ce qu'ils sont en train de faire,
ils vont pas le nommer, et il y en a même qui ça va servir aussi de protection pour certains. Et parce que oui, t'es obligé de toute façon de te protéger mentalement pour ce genre de truc. Ce qu'on peut dire, c'est que sur toute la dimension horrifique du film, c'est-à-dire que ce soit les blessures ou l'anthropophagie ou ce genre de choses, il y a toujours une recherche d'effets assez minimaliste mais efficace. Et moi, il y a une autre scène qui m'a spécialement marqué, un petit peu plus tard dans le film, où en fait, il y a un des survivants qui en tient un autre dans ses bras, et il met sa main près de sa bouche, et en fait, il bouge un petit peu ses dents, et on voit que ses dents sont à 2 doigts de tomber, en fait, puisque alors je sais pas comment ça fonctionne, mais au niveau de la gencive, on sent que c'est en train de se dégrader. Et en fait, c'est vraiment des toutes petites choses comme ça, où vraiment des blessures qui vont apparaître un petit peu purulentes sans être extrêmement spectaculaires ou gore. Et ce qui fait que, en fait, comme c'est très réaliste et très minimaliste, bah, c'est encore une fois beaucoup d'impact. Alors après, par contre, il va y avoir d'autres effets, et là, je reviendrai peut-être là-dessus par la suite, qui, moi, m'ont un petit peu moins convenu, parce que je les ai trouvés plus grandiloquents. Va y avoir des tentatives pour essayer de contacter les secours, mais ça ne va pas marcher de toute façon. Oui, mais ils vont quand même avoir une radio qui leur permet pas d'envoyer mais de recevoir. Donc ils arrivent quand même à avoir des nouvelles de l'extérieur. Ouais, ce qui va leur permettre de savoir d'ailleurs que les recherches sont arrêtées. Et d'ailleurs, scène où les recherches sont arrêtées, où en fait les survivants ils l'apprennent tous en même temps, que on les cherche plus, et donc le moral baisse d'un coup. Et il y a une scène, une sorte d'hallucination collective, où tout le monde a pété un câble en même temps. Là, je trouve la scène un peu moins bien, tu vois, typiquement, parce qu'en fait, c'est une scène où la caméra va être beaucoup plus portée avec des effets un peu fisheye, se rapprocher des visages, etc. Et autant je trouve que ça convoie bien le sens de ce qui se passe, autant je trouve ça un petit peu plus convenu, quoi. C'est-à-dire comme sur une scène d'hystérie collective, c'est un peu la mise en scène conventionnelle qu'on fait dans les films, même si c'est bien fait. Oui. Tu te réserves sur cette scène. Après, je pense que de toute façon, même pour les témoignages, les gens, ils doivent plus vraiment savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui, voilà. De toute façon, il y a une impossibilité du récit, même dans un témoignage réel, parce que je disais au début, finalement, on est dans un récit fictif, mais même dans un récit qui se veut le plus réel possible, il y a une impossibilité, à mon avis, à témoigner de ce genre de choses. En tout cas, ils en témoignent comme ils peuvent, quoi. Va y avoir aussi une scène, donc ils vont retrouver l'arrière de l'avion et ils vont revenir. Donc ça, c'est une scène qui est une scène réelle, c'est-à-dire qu'en fait, comme ils doivent grimper dans la montagne pour aller voir le reste de l'avion, quand ils vont redescendre, ils vont utiliser de la carcasse, un bout de la carcasse de l'avion pour faire de la luge et redescendre. Dans une scène qui, dans le film américain, est traitée comme une espèce de moment de légèreté, de bonheur, de grâce, mais qui là est quand même traitée de manière beaucoup plus fonctionnelle. C'est-à-dire, ils sont en haut, ils ont besoin de descendre plus vite, donc ils réapprennent comment dire, ce moyen de déplacement primaire qui est la luge, et ça donne aussi une image de cinéma très primaire où on voit effectivement une image de vitesse, de descente très appréciable et très impactante encore une fois. Et puis trouver la queue de l'avion qui leur a permis d'avoir un peu de nourriture aussi, ce qui leur permettra de tenir un peu plus longtemps. Et également, ils ont trouver des batteries qui leur permettraient peut-être d'activer la radio de l'avion. Ce qui est une des pistes où peut-être on voit qu'ils vont peut-être pouvoir s'en sortir. On peut remarquer aussi que c'est souvent les mêmes personnes qui partent. Il y a des petites variations dans les groupes, mais c'est souvent les mêmes qui partent. Et c'est souvent des rugbyman. Ce qui en même temps n'est pas logique parce que a priori c'est les costauds. Hein. C'est eux qui étaient les plus aptes physiquement à faire ce genre de choses. Donc voilà, ils vont continuer donc ce système d'avoir des valises pour les protéger. Malheureusement, là, c'est juste avant un drame, et un drame qui s'est réellement passé dans l'histoire vraie. C'est qu'il va y avoir tout simplement une avalanche, et ils vont se faire submerger littéralement par la neige. Ok, donc ils vont être submergés par la neige et essayer de s'en sortir de la même manière. On a l'impression que c'est comme si le crash avait recommencé une deuxième fois, quoi, d'une certaine manière. Ah oui, tout à fait. Et encore là, ils ont eu la chance que tous y soient à l'intérieur du truc. Puis même, il y a tout un aspect bordel où parce que leur mur de valise explose en fait quand il y a l'avalanche qui leur tombe dessus. Ce qui fait qu'il y a la moitié, les gens sont ensevelis et tout, ils perdent encore des gens à ce moment-là. C'est une horreur. Une fois et après ils sont ensevelis, je crois qu'ils restent 3 jours ensevelis sous la neige, un truc comme ça, dans leur carcasse.
Et effectivement, il y a un autre personnage qui va mourir. Et alors là, c'est un autre effet qu'il va y avoir dans le film avec ce personnage-là. Comme ce personnage est sous la neige et qu'on ne le retrouve pas, on va avoir une espèce de progression à travers une surface qui a l'air d'être de la glace. Donc c'est quelque chose de plus imaginé. On a l'impression que c'est plus dans l'imaginaire d'un des personnages. Et on va se rapprocher en 3D du personnage, de l'œil du personnage. Et j'ai trouvé que ça marchait dans le film. Après voilà, c'est un effet plus fantasmagorique et beaucoup plus spectaculaire. Donc moi pareil, ça m'a un petit peu moins plu. Surtout que techniquement, je trouvais pas les effets spéciaux incroyables à ce moment-là. Donc les personnages vont être enfermés donc, dans cette carcasse. L'image va prendre une teinte quasiment noir et blanc. On va beaucoup se rapprocher des personnages. Donc ça c'est un plan... Terrence Malick ferait des plans un petit peu comme ça. Alors plutôt de derrière lui plutôt que de devant. Mais ferait un petit peu des choses comme ça. Où on sent que... bon voilà, ils sont quasiment enterrés vivants quoi. C'est-à-dire si le huis clos ne suffisait pas, là il y a encore une couche supplémentaire. Ils vont finalement réussir à sortir. Alors là, c'était pour faire un contrepoint par rapport à la première photo dans l'avion, c'est qu'ils commencent à prendre des photos effectivement à l'extérieur de l'avion. On voit aussi, donc il y a un gros travail quand même sur la recréation des costumes avec des espèces de protections qui sont faites de briques et de broc. Notamment, ils vont se refaire des lunettes de soleil, ce genre de choses. Donc toujours dans l'idée de recoller un petit peu à la reconstitution. Et finalement, comme les secours n'arrivent pas et que ils n'ont pas de solution pour s'en sortir, on va avoir 3 personnages qui vont décider de prendre leur chance et d'essayer d'aller chercher les secours finalement. Donc, ce qui va donner lieu à beaucoup plus de plans de montagne qu'au début, puisque si on aime les films de montagne, en général, on aime justement ces grands paysages très spectaculaires. Bon, au début, ils sont totalement absents, puisque c'est dans une zone très réduite. Bah, là, on va avoir vraiment un voyage à travers un voyage d'alpiniste, quoi, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Voyage alpiniste en plus qui a été dans le film, on voit toute la préparation. Notamment, ils trouvent dans l'arrière de l'avion, il y a des espèces de protections thermiques autour de certains tuyaux qui vont tout récupérer pour faire une sorte de grosse doudoune pour que ceux qui partent puissent avoir chaud la nuit. Le problème étant bien entendu que ils ont aucune idée d'où ils sont. Oui, c'est ça. Donc le plan c'est qu'il y en a là les 3 ils partent, ils leur ont filé de la nourriture pour 2 semaines et ils espèrent arriver quelque part. Sachant qu'en cours de route, il y en a un des 3 qui va dire bah écoutez, j'y arrive pas, je vous laisse mes rations et moi je reviens. Oui. Donc pour pouvoir les aider. Et finalement. Non, c'est même pas ça, c'est-à-dire ils voient le truc, Ouais. ils voient qu'ils sont vraiment au milieu de la cordillère des Andes et il dit en fait pour arriver à l'horizon là-bas il faudrait tant de temps. C'est ça. Donc il y en a un qui décide de repartir sans ration à la carlingue pour que les 2 autres puissent aller plus loin. Exactement. Donc ils arrivent. Moi j'ai cette descente en fait qui a duré 10 jours. Je trouve que dans le film, c'est un film qui dure 2h20. On sent bien quand même le temps long de quand ils sont crachés, les jours qui passent, la nourriture qui s'amenuise. On sent bien le temps long. Par contre, ces 10 jours-là, je trouve vraiment que ça passe trop vite. Oui, Alors, est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est une question de je sais pas quoi? Mais en tout cas, j'ai l'impression que on ne sent pas que c'est vraiment extrêmement difficile ce qu'ils font, alors que quand même ils doivent gravir une montagne, ils se rendent compte qu'ils sont en haut et que finalement ils peuvent pas aller de l'autre côté, etc. Et ça passe un petit peu rapidement. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, Nam, de cette. oui, je suis d'accord. C'est vrai que j'aurais aimé que ça passe un peu plus de temps dessus. Notamment parce qu'on a des plans à la fois de eux qui avancent et de ce qui se passe à la carcasse. Et en fait, la carcasse, juste, ils attendent. Et c'est vrai que une des manières qu'ils auraient pu de le montrer, c'est peut-être aussi montrer l'attente des gens qui guettent les nouvelles à la radio. Parce que, ça aurait pu être une manière de montrer le temps long et puis de montrer le temps qui passe. Après, c'est vrai que je pense qu'ils ont peut-être un peu raccourci le truc aussi parce que ils auraient pu nous mettre 20 minutes de gens qui descendent une montagne, mais c'est vrai que J'aurais adoré. Pourquoi pas, mais J'aurais adoré. En fait, je trouve que dans le film, il manque pour moi un moment où ça manque quand même d'un long plan fixe où les gens ne font rien. Parce qu'à mon avis, il y a eu ça. Et je trouve que c'est pas représenté. Où ça manque d'un long plan séquence où on va suivre un personnage marcher dans la montagne et voir à quel point c'est dur de marcher dans la montagne en fait. Parce que dans le film américain, alors le problème c'est que tout de suite ils dérapent, ils glissent, faut les rattraper, etc. Donc ça, ce qui est pas conforme à la réalité. Mais ça aurait été intéressant d'avoir effectivement, peut-être pas 20 minutes, mais au moins
2-3 minutes où il marche et on voit à quel point c'est une galère de marcher dans la neige, de marcher dans les cailloux, etc. Même sans qu'il y ait de difficultés particulières, de pentes extrêmement abruptes. Et aussi, un truc qui m'a peut-être manqué dans le film, c'est que je trouve que le film est toujours assez bavard, que ce soit au niveau de la voix off ou au niveau des dialogues entre les personnages. Et je trouve que ce moment-là, où le narrateur est mort d'ailleurs à ce moment-là, ça aurait été un moment intéressant pour faire un moment de silence, quoi. Et dans l'optique aussi d'un parallèle avec la religion et la spiritualité, le silence a quand même une place relativement importante que j'aurais aimé voir dans le film. Donc voilà, pour moi, il y a un petit raté de mise en scène à ce niveau-là. Et donc, ce personnage qu'ils vont trouver, qui va être un paysan du coin, hein, tout simplement, et en fait, il a un surnom. Et son surnom, c'est El Arriero. Et c'est le nom de la boîte de production qui a produit le film, du coup. Ouais, c'est ça la petite anecdote. Cette scène où il tombe sur lui. Alors je sais pas si ça a vraiment fait pas comme ça, mais c'était un peu drôle. Ouais, Parce qu'ils sont en train de boire dans une rivière, il y en a un, il voit un lézard, mec, il y a un lézard, il y a un lézard. Et l'autre, tu fais, mec, regarde. mec, il y a un Et en mec. fait, il y a un truc, non, il y a une personne. Puis en plus, il est de l'autre côté. Et comme il est de l'autre côté, bah, il les entend pas parce qu'il y a le torrent. En plus, il parle peut-être pas forcément le même espagnol, hein, parce que lui, c'est un mec de la campagne, et eux, ils viennent de la ville où ils sont bien éduqués à Montevideo. Donc en fait, ils s'envoient des papiers par-dessus la rivière, et là, le film s'appesantit un petit peu sur cette scène, et elle est à mon avis très intéressante. Euh, Et d'ailleurs, je trouve que les messages qu'ils ont écrits, pareil, ils sont un peu marrants. ouais. Euh, Il y a peut-être euh, une petite forme de naïveté retrouvée parce que faut quand même pas oublier que c'est des personnages qui sont quand même relativement jeunes dans l'histoire. Surtout Tout à la fait, oui. plupart des survivants, c'est des personnages qui ont 17, 18, 19, 20, 21, 23 dans ces eaux-là, quoi. Pas beaucoup plus. Et alors tout de suite, donc, ils vont se retrouver donc dans la cabane du gars, ils vont avoir un petit peu à manger, ils vont essayer tant bien que mal d'essayer de se laver, de se soigner, de faire ce qu'ils peuvent. Et alors tout de suite, ça c'est aussi un truc que j'ai trouvé intéressant dans le film et que j'aurais aimé peut-être aussi voir un petit peu plus développé, mais c'était pas forcément le propos du film. C'est tout de suite la meute de journalistes qui arrive sur eux, quoi, parce qu'ils tiennent Ah le oui. scoop du siècle, quoi. Ah bah en même temps, c'était un événement absolument incroyable. C'est-à-dire les gens ont été déclarés morts depuis. 60 jours, je crois, hein. Plus de 60 jours. Mais vu qu'il y a les journalistes et tout qui s'emparent de l'affaire, ça fait aussi que les gens quand ils sont restés au crash, ils entendent à la radio qu'on va venir les chercher. Et pareil, il y a des scènes certainement vraies qui sont quand même un peu marrantes aussi, où Mm. on voit les gens, ils commencent à se coiffer, ils commencent à bien s'habiller, ils essaient de se nettoyer un petit peu. Il y en a qui commencent à récupérer des bouts de la carcasse. Ouais, ils prennent des bouts de la carcasse Mm. dans les valises, ils prennent des bouts de l'avion et tout. C'est ouais, une espèce de et en même temps c'est comment. Et ça, je trouve ça pas mal bien aussi. Ils apprennent qu'on va venir les chercher et il y a une espèce d'excitement. Tu sens que tous ils en peuvent plus, ils attendent que ça y est, ça repart. Et puis c'est un peu le premier espoir qu'ils ont depuis 2 mois, depuis qu'ils ont été déclarés morts, quoi. C'est intéressant ce décalage avec la société. Moi, ça m'a un petit peu rappelé le film de Clint Eastwood, Mémoire de nos pères, où c'est des survivants de la bataille d'Iwo Jima qui sont un peu traînés partout pour faire le travail de propagande de l'armée américaine. Et on voit que la bonne société américaine, elle, vit toujours paisiblement pendant que les gars sont au front. Et en fait, il y a un décalage entre les gars qui reviennent du front et eux, qui fait que, en fait, ils sont complètement pas sur la même longueur d'onde et pas du tout sur le même mood. Et là, on retrouve un petit peu ça. Voilà, Mémoire de nos pères, très bon film de Clint Eastwood, Et avec d'ailleurs, un pendant japonais. Mémoire de nos pères, oui, il a dit Iwo Jima qui est très Lettre bien. d'Iwo Mémoire de nos Jima. pères. Donc, les hélicoptères vont venir pour les sauver. Alors, je crois que dans la vraie histoire, en fait, c'était la tempête, ils les ont récupérés en 2 fois, etc. Bon, là, le film ne s'appesantit pas vraiment sur cette scène. C'est une scène filmée de manière assez classique. L'hélicoptère vient, il faut que tout le monde puisse monter dans les hélicoptères. Il y en a aussi qui est marrant, genre il a sa valise, on lui dit non, tu prends pas la valise, et lui il dit bah ok, je reste. Ouais, exactement. Et C'est le genre de truc, je suis sûr que c'est vrai. va y avoir un petit cut, on va voir qu'il y a quelqu'un qui filme dans l'hélicoptère et on va voir ce qui est filmé par l'hélicoptère. Alors ça, je sais pas du tout, j'ai pas trouvé l'info de savoir si c'était vraiment le film d'époque ou une reconstitution. Je pense que c'est une reconstitution parce que c'est vraiment trop proche. Mais en tout cas, voilà, c'est une manière aussi de s'appuyer aussi sur la manière dont on a perçu cette histoire avec les quelques images qu'on avait à l'époque, de les retrouver dans le film. Et ils vont être accueillis par une grande foule, donc comme je le disais tout à l'heure, qui va vraiment ne pas les laisser tranquilles. Et alors on va voir aussi, ça c'est pas trop appuyé, mais c'est quand même plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'on va voir
que les survivants ont des réactions différentes par rapport à ça. Il y en a qui vont jouer le jeu et vraiment se prendre pour des stars, et il y en a qui vraiment vont être en décalage, ou d'autres qui vont essayer de plus d'être dans le recueillement et dans l'intimité de leur famille. Mm. Et ah oui, et un aspect aussi dont on n'a pas parlé par rapport au début du film, voilà, on parlait du fait de la ritualisation aussi du fait de manger les décédés. Le film passe très vite dessus, mais vers la fin, tu sens que les barrières morales qu'ils avaient, elles ont fini par voler en éclats, mais de manière collective. Et t'as les types, ils attendent, et puis ils ont genre un bout de carcasse à côté d'eux sur lequel ils grignotent, ils picorent directement. Euh, Il y a une espèce de ils ont fini par s'habituer à l'horreur. Très belle image, voilà. Voilà, c'est plutôt la fin. Hein. Et t'as pas l'impression que c'est toujours pour filer la métaphore religieuse. Moi, quand j'ai vu cette image-là où ils sont tous réunis, ça m'a fait penser au tableau de la scène avec Jésus, avec ses apôtres sur les côtés. Et je me suis dit, il y a quand même de l'iconographie religieuse qu'on retrouve là. Mais à la différence de la scène, personne n'est au centre. Exactement. C'est-à-dire, ils sont tous sur un pied d'égalité, quoi. Et ils sont tous en lumière, et ils sont tous... c'est ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de il n'y en a sujet pas central. un qui est plus méritant que l'autre. Exactement. Donc en conclusion, pour faire un petit bilan sur le film, donc je pense que vous aurez compris qu'on a quand même plutôt apprécié le film, et qu'on a trouvé qu'il avait quand même de grandes qualités de mise en scène, et des scènes assez marquantes et assez impactantes, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est un film qui dure 2h20, on s'ennuie pas du tout, on est vraiment pris dans le film. Aussi, il y a une intelligence dans l'écriture, donc comme on le disait, qui fait que on a vraiment une dimension humaine dans le film, et on n'est pas dans les grands effets hollywoodiens ou les grands effets de manche. Et donc moi de mon côté, c'est vrai que j'ai quand même quelques petites réserves, mais c'est vraiment à la marge sur des petits regrets sur la mise en scène que j'ai pu évoquer. Et aussi parfois peut-être un petit peu sur les dialogues. C'est vrai que je trouve que si la dimension religieuse elle est pertinente par rapport aux faits, je trouve que parfois les dialogues entre les personnages sont un peu trop systématiquement philosophiques, systématiquement signifiants. C'est-à-dire, ils se parlent toujours pour se dire des choses très profondes sur la vie, alors qu'à mon avis, dans ces situations-là, les dialogues, ça devait être surtout passe-moi une clope, est-ce qu'il reste à bouffer, j'ai froid, comment je peux faire sécher ça, enfin des choses un petit peu plus triviales, on va dire. Donc voilà, je trouve que le film, parfois, en rajoute un petit peu de ce côté-là. C'est à la marge, je trouve que quand même c'est un bon film, c'est une meilleure adaptation que le film hollywoodien, qui n'est pas un film détestable par ailleurs, mais cette histoire-là, là, elle est racontée quand même avec beaucoup plus d'authenticité, et avec, je pense, des messages et des manières de représenter les choses qui sont beaucoup plus impactantes pour les spectateurs. C'est pas juste un film d'aventure, c'est une histoire profondément humaine avant tout. Voilà pour moi. Moi, je suis bien rentré dans le film, pour ma part. Où, oui, cette mise en scène, voilà, qu'on dit très réaliste, en même temps très sobre, etc. Et avec la voix off, les personnages très humains, le tout m'a fait que, pour le coup, j'ai vraiment eu beaucoup d'empathie pour ces personnes. D'autant plus que je savais que c'était une histoire vraie, donc voilà. Et c'est vrai que pour le coup, je suis quand même suffisamment rentré dans le film pour pareil, à la fin du film, quand ils sont libérés, moi j'ai chialé pour la deuxième fois dans le film. Et je trouvais que c'était... bon, voilà, j'ai beaucoup aimé, etc. Je le reverrai plus, hein, c'est fini, je l'ai vu une fois. Mais en même temps, je pense que c'est partie du genre de film où... c'est un film en tout cas, que je trouve marquant. Je pense que dans pas mal de temps, je m'en souviendrai encore. Mais oui, genre c'était vachement bien. Et j'ai vu d'ailleurs que sur Twitter, il y a une interview d'un des survivants qui a dit que cette histoire est très, très respectueuse de ce qu'ils ont vécu, et pour lui, ça représente bien ce qu'ils ont vécu. Donc au moins de ce point de vue-là, voilà, on peut dire que le job est fait. Voilà, ils ont réussi leur pari. J'ai quand même l'impression que le film a l'air de pas mal marcher quand même. Ouais, on en parle pas mal. En tout cas, en termes de review sur Letterboxd, il a des notes déjà assez incroyables. Hein. Il est au-dessus de 4 sur 5. Après, je pense quand même que de la nature vu qu'on n'est pas, oui, dans quelque chose, comme tu disais, voilà, d'hollywoodien, de spectaculaire, et qu'on est quand même sur du drame, du drame extrêmement intense quand même, et pas du drame auquel le cinéma nous a habitués. Je pense que ce film n'est quand même pas pour tout le monde. Et par exemple, je
je te disais, ce week-end, voilà, j'étais à Montpellier, je vous raconterai. Quand je suis revenu, mon voisin regardait le film. Ça nous a pris 3h30 pour venir, oui, un peu plus long parce qu'il y a eu du retard, bref. Et bah, en 3h30, il avait regardé 1 heure de film, notamment parce que je pense que ça peut être Ouais. une vision qui est très pénible et très compliquée pour certaines personnes. Donc voilà, je vous dirais, si vous arrivez à aller jusqu'au bout, très bien, parce que ça vaut le coup. Mais si vous sentez que c'est pas possible, vous forcez pas. Ça fait C'est partie de ces films qui ont un sujet tellement fort que parfois ça dépasse un petit peu le cinéma. C'est-à-dire, on regarde les choses et on se dit, mais en fait, même moi, j'ai fait des pauses pendant le film pour aller me renseigner sur l'histoire vraie, pour aller voir les trucs, pour un petit peu respirer. Et je pense que c'est légitime de regarder le film comme ça. Et c'est marrant parce que hier, j'ai regardé Killers of the Flower Moon de Scorsese. Ça m'a fait un petit peu le même effet. C'est-à-dire que le sujet est tellement puissant qu'on se dit, mais attends, mais ça s'est vraiment passé comme ça, il s'est vraiment passé ça. Et je pense que c'est une manière légitime aussi de regarder de ce genre de film, parfois de faire des petites pauses, d'aller se regarder, de se renseigner, de se prendre un petit café chaud ou un petit thé pour que ça aille mieux. Et c'est totalement légitime. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que tu dis, bon, le film, il t'a fait chialer, donc c'est vraiment la trademark de Bayona, mais là, je trouve qu'il a quand même beaucoup plus de subtilité qu'avant, parce qu'avant, ça faisait chialer avec des grands violons et pas du tout d'économie de moyens, et ça marchait très bien d'ailleurs, hein, c'est pas forcément un reproche que je lui fais, mais là, ça montre quand même qu'il est capable de s'adapter à quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus minimaliste, et qu'il est capable de faire de la mise en scène un petit peu moins bourrine dans les sentiments et d'apporter un petit peu plus de subtilité. bah, il est très Alors, dans la retenue, quand même. ouais, Une retenue qui est bienvenue, hein, parce que bah, le sujet est quand même lourd. On parle comme d'hab, bah, comme on dit, de inconvénient début, quand même, peut-être dans le film parfois il y a un côté un peu prouveur. C'est-à-dire il y a aussi le côté de j'ai fait des gros films hollywoodiens, etc. J'ai eu des gros Mhm. budgets, je vais vous montrer que je suis un vrai réalisateur et que je peux faire de la mise en scène, etc. Ce qui fait que parfois ça dépersonnalise un petit peu sa mise en scène. Est-ce qu'on fait des recos comme d'habitude pour conclure? Oui, oui, Ah, Nam a préparé, c'est beau ça. oui. Nam a regardé dans sa collection de 12 000 références de films et va vous proposer aujourd'hui. Et bah écoute, c'était compliqué, hein, parce que déjà des films tirés d'histoires réelles, c'est pas ma tasse de thé habituellement, donc autant vous dire que dans ma collection, Il y en a 3, je peux en avoir beaucoup, ou alors j'en ai peut-être dans les Werner Herzog, il y a c'est ça. sûrement des adaptations d'histoires réelles, vu que j'ai l'intégrale. Mais du coup, non, bah, j'ai cherché un film, je me suis dit, un film de survie en milieu hostile. Peut-être pas La Neige, parce que bon, L'Âge de glace et Snowpiercer, tout le monde les a vus. Et je me suis dit, bah, autant prendre aussi un film qui fait chialer, et un film également de réalisateur, voilà. C'est un film d'animation, étonnant de ma part. Oui, je tombe de ma Et chaise ouais, carrément. il s'agit Et de donc c'est La ça. Tortue Rouge, très Et beau film ouais, coproduction franco-japonaise entre les studios Ghibli et des animateurs français. hop, je vais pouvoir le ranger dans sa boîte. Oh Voilà. oui, ouais, t'as la version collector carrément. Très beau film sur comme on pourrait dire des naufragés sur une île déserte un petit peu. Alors, à la base, c'est un naufragé sur une île déserte. Oui, c'est ça. Un jour, voit une tortue rouge. Et un jour, pris de colère, décide d'essayer de la tuer. La tortue rouge se transforme alors en femme, avec qui il va vivre, ils vont avoir un enfant, etc. Et c'est un film, voilà, je vous dirai pas tout, déjà parce qu'il se passe pas grand chose en soi. C'est un film dans lequel il n'y a aucun dialogue. Voilà, un Et film très silencieux, on adore. c'est un film extrêmement beau. Ouais, très poétique. J'ai pu accompagner une classe de primaire au cinéma pour aller le voir. Oui, non, je voulais juste, voilà, La Tortue Rouge, Ok. très, très grosse recommandation. Si vous l'avez pas vu, bonne chialade. Ouais, c'est validé aussi de mon côté, hein, je trouve que c'est un très bon film. Deux films pour vous. Vous avez aimé les crashs d'avion en milieu hostile dans la neige? J'en ai un pour vous, un petit peu plus débile, hein, on va pas se mentir, parce que c'est avec Liam Neeson. Ça s'appelle Le Territoire des loups. Il tombe avec son avion, la scène de crash est incroyable, et il se trouve dans ce territoire givré plutôt du nord de l'Amérique, où il va commencer à entendre des loups et devoir se défendre contre eux. Très bonne série B, très sympa. Et alors le crash d'avion, incroyable. T'as l'impression d'être dans une lessiveuse, ça n'en finit pas. Vraiment mémorable. Deuxième film, vous avez aimé les crashs d'avion et vous voulez un crash d'avion dans un autre milieu. Je vous propose un crash d'avion dans le désert
à la mode beaucoup plus hollywoodienne pour le coup. Donc ce n'est pas la précédente adaptation Les Survivants, mais c'est un film qui s'appelle Le vol du Phénix. C'est de Robert Aldrich, 1965. Je déconseille le remake avec Dennis Quaid qui a été fait dans les années 2000. Celui-là est beaucoup plus sympa. C'est un film assez académique et assez classique dans son style, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des militaires, c'est un avion militaire. Donc en fait, toute cette histoire de structure hiérarchique va se retrouver et va avoir beaucoup plus d'impact dans la manière dont les survivants vont essayer de s'en tirer. Donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est au milieu du Sahara. Chouette film, un petit peu sous-coté, pas forcément très connu. Voilà, c'était Marocco. Si vous nous avez suivis sur YouTube, merci, c'est très sympa. N'hésitez pas à laisser. Alors, je vais refaire bien. Si vous nous avez suivi sur YouTube, merci d'être arrivé jusque-là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à en parler autour de vous. Si vous voulez d'autres critiques sur les films qui sortent en streaming, et ma foi, on en sort très régulièrement. Bye bye. Au revoir. Tchuss.